On parle maintenant de tableaux divers et de toutes les époques. Et on va tenter de découvrir ce que l'on ne voit pas au premier regard. Et notre guide ce matin, c'est Grégoire Jean Monod. Bonjour. Bonjour. Alors, votre livre s'appelle 10 tableaux et leur époque, tout est dit dans le titre. D'abord, pourquoi qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir décrypter en profondeur les tableaux, d'une certaine manière? C'est l'enthousiasme d'abord. C'est l'enthousiasme d'avoir compris que l'art est sans doute la façon la plus agréable d'aborder l'histoire et d'appréhender l'histoire. Vous savez, c'est pas vraiment un livre d'histoire de l'art, c'est un livre d'histoire par l'art. C'est-à-dire que chaque tableau est un prisme à travers lequel on découvre une époque, on comprend une société. Ce que j'ai fait, c'est que devant chaque tableau, je me suis posé des questions simples, élémentaires, mais jamais innocentes. Pourquoi ce peintre? Pourquoi à cette époque? Pourquoi ces couleurs? Pourquoi ce sujet? Pourquoi cette façon de peindre? Et très vite, en déroulant le fil, on entre dans des considérations qui échappent à la sphère artistique. Quel était le contexte politique, philosophique, religieux, économique? Et ça nous permet vraiment de prendre chaque tableau presque comme une machine à voyager dans le temps. Vous avez choisi 10 tableaux, on va en voir et en commenter quelques-uns. D'abord, est-ce que le choix était facile ou difficile à faire? Non, le choix était très difficile. On pourrait écrire 10 ouvrages comme celui-là parce que chaque tableau finalement est propice à ce genre d'analyse. Il y a évidemment les grands standards, il y a les tableaux fondateurs qui font partie de notre mémoire collective. C'est le cas du Jugement dernier de Michel-Ange ou des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et puis il y en a d'autres un petit peu moins évidents, qui sont des choix plus personnels, plus subjectifs, comme William Hogarth ou Claude Lorrain, qui peignaient des paysages au siècle de Descartes et de Galilée, où on commençait à appréhender la nature et à essayer de la maîtriser, de la contrôler, de l'apprivoiser. On va justement faire Il pourrait donc y avoir une suite à ce livre, selon vous. Il pourrait y avoir une suite. Oui, vous serez prêt à vous relancer. Premier choix, vous en avez parlé, le Jugement dernier de Michel-Ange. Que dit-il de cette époque, de ce milieu du XVIe siècle? Ce tableau, il dévoile un petit peu la face la face obscure de la Renaissance. On a l'image de la Renaissance comme vraiment un âge d'or, de raffinement et d'idées. C'était pas que ça la Renaissance, c'est-à-dire qu'on est dans la chapelle Sixtine, donc vraiment au cœur du siège de la chrétienté. C'est la chapelle du pape en personne, et Michel-Ange peint pendant 4 ans tout seul sur une surface gigantesque, je crois que ça fait une douzaine de mètres de haut, ce tableau qui représente l'Apocalypse, la fin du monde selon la Bible. Il l'a peint d'une façon très tourmentée, avec un enchevêtrement de corps qu'on a même du mal à distinguer, tellement il y a de personnages, et tellement tout ça a l'air tourmenté. Et Jésus-Christ lui-même a un geste qui paraît punir les damnés qui descendent en enfer pendant que quelques élus montent au ciel. Ce que ça dit, c'est simplement que l'Italie, à l'époque, était ravagée par la peste, par les guerres d'Italie, et surtout que l'Église catholique elle-même était menacée par l'essor du protestantisme à l'époque. Rome a été mise à sac quelques années avant par les troupes de Charles Quint. C'est une époque où on se demande finalement si l'Apocalypse n'est pas en train d'arriver. L'Église catholique, qui était le pilier même de la société italienne, est en train d'être ébranlée par de nouvelles idées. Et donc en fait, elle est elle-même troublée, elle-même perturbée. Exactement. Ouais. On dirait quand même un visage. Enfin, moi, je regardais un petit peu avec un peu de recul. On a des fois l'impression que c'était un visage et que c'était très, très, très en relief. Est-ce parce que Michel-Ange, l'artiste, aimait davantage la sculpture que la peinture? C'est possible. Michel-Ange s'est toujours considéré comme un sculpteur. Michel-Ange était un personnage qui aimait le contact avec la matière, qui aimait s'engager physiquement dans son travail. Pour lui, la peinture était presque trop raffinée. Il voulait quelque chose qui soit physiquement éprouvant. Donc la sculpture, la lutte avec le marbre, on connaît sa Pietà à Rome ou son David à Florence. L'enthousiasmait plus et il y avait plus de challenge pour lui à aller vers la sculpture. Le pape lui a commandé la fameuse voûte de la chapelle Sixtine, qu'il a peint quelques décennies avant celle-là, puis cette fresque-là. Mais justement, parce qu'il aime cette difficulté, il a refusé ses assistants. Il voulait y aller tout seul. Il a passé des années entières dans la solitude à essayer justement de donner le maximum de lui-même sur ces murs. Début du siècle dernier, les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Nouveau siècle, on cherche de nouvelles façons de dire le monde simplement. Le cubisme, c'est quand même très particulier. Là, c'est le début du cubisme, c'est vraiment les prémices du cubisme. Il est en train de poser les bases. On est dans une époque de bouillonnement intellectuel et artistique, d'émulation terrible. Il y a eu les impressionnistes qui ont ouvert la voie, et après il y a eu plein d'autres courants, les fauvistes, les néo-impressionnistes. Et Michel-Ange veut créer sa propre révolution. Il cherche un moyen de dire les choses à sa manière, quitte à renoncer à l'idée de beauté, quitte à renoncer à l'esthétique. On ne peut pas dire que ce tableau soit beau. Ici, il casse tous les préceptes, toutes les règles académiques, il les prend une par une, il les détruit. L'anatomie, la perspective, l'art du portrait, il
détruit tout. C'est une remise à zéro. C'est une remise à zéro. Il remet le compteur à zéro et il essaye de donner sa vision personnelle du monde. Vous savez, toute l'histoire de l'art, et on s'en rend compte à travers ces 10 tableaux, est à chaque fois une remise en question des acquis. C'est-à-dire que les peintres ont transgressé des règles, ont fait tomber des tabous, quitte à ne pas trouver leur public au début. Picasso a eu beaucoup de mal, ce tableau était très décrié au début. L'important, c'est toujours d'aller vers la nouveauté, vers la modernité. C'est toujours comme ça, un cycle comme ça, on casse pour relancer. Très souvent, et c'est comme ça que le progrès se fait. Plus contemporain encore, Jackson Pollock, qui est son number one. Vous le rappelez dans le livre, il disait « Peindre, c'est se découvrir soi-même. Que découvrons-nous de lui dans cette œuvre ?» On découvrait... C'est énigmatique quand même. C'est assez énigmatique. Jackson Pollock posait une grande toile par terre, il peignait en faisant gicler de la peinture dessus. C'est une méthode qui a été... On a dit que c'était un petit peu chaotique, que c'était un petit peu le hasard qui travaillait à sa place. Lui s'en est toujours défendu. Il avait une méthode de travail qui était très inspirée des Indiens d'Amérique qui traçaient des dessins sur le sable. Au sol. Lui-même était en recherche d'une peinture qui ressemble à son pays, qu'il aimait, il était originaire de l'Ouest américain. Il s'inspirait des pratiques rituelles indiennes et il était très empreint aussi de la philosophie, j'allais dire, chamanique. C'est-à-dire une espèce de symbiose avec la nature. Il peignait dans un état de transe quasiment. Alors, ces toiles aujourd'hui nous surprennent souvent, c'est-à-dire que quand on est néophyte, on se dit mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire par là ? Pollock disait lui-même qu'on ne peut pas peindre l'époque de la bombe atomique, de l'avion, de la même façon qu'on peignait l'époque des calèches et des mines de charbon. Il cherchait une nouvelle façon lui aussi de dire son époque et on est 3 ans après la bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est l'époque de la désintégration. Je pense qu'il y a un petit peu de cette violence-là là-dedans. On reste dans la même thématique. Et puis, avec Takashi Murakami et Supernova, on est presque dans le manga. Mais ça interpelle surtout en ce moment avec la crainte d'exposition radioactive au Japon. Le japonais Takashi Murakami a recours à une imagerie très enfantine, qui est l'imagerie populaire japonaise des mangas, des dessins animés japonais qu'on connaît bien ici. Et ces champignons, même s'ils prêtent à sourire au début, avec leurs grands yeux, avec leurs formes bizarres, ils nous rappellent très vite qu'un des sens symboliques du champignon, c'est évidemment le champignon atomique. Le Japon, et on les comprend, a été traumatisé par les drames de Nagasaki et d'Hiroshima. Et depuis, les Japonais portent presque comme un héritage cette culture de la catastrophe, cette angoisse du cataclysme. Aujourd'hui, on réalise effectivement à quel point ces angoisses étaient fondées. Pour aller plus loin, on renvoie nos téléspectateurs à votre livre 10 tableaux et leur époque, un livre disponible en commande sur Internet, sur le www.defursen.com. Vous voyez le site, le nom du site apparaît à l'image. Merci Grégoire Jean Monod d'être passé par le journal de TV5 Monde.